Bonjour à tous, Georges David Benayoun, avocat au barreau de Paris, spécialisé en fiscalité. Nous intervenons principalement sur des sujets d'expatriation fiscale vers de nombreux pays et donc vers le Portugal. Et on a une nouveauté concernant le Portugal, c'est que le régime RNH qui existe depuis 2009 va s'éteindre à compter de la fin 2023. Et donc, se posent aujourd'hui deux questions. Et nous, on a des questions qui arrivent vraiment tous les jours au regard du sujet Portugal, qui est de savoir, est-ce que je peux partir ou je suis déjà parti, qu'est-ce qui se passe? Alors, premier élément, on va déjà répondre qu'on a une loi qui avait déjà évolué en 2020 puisque à l'origine, on avait une exonération sur les revenus de sources étrangères totale lorsqu'on est résident fiscal portugais et qu'on a pris ce régime RNH, et un plafonnement sur les rémunérations de sources portugaises, plafonnement à 20% d'impôts. Alors, sur certaines catégories de revenus au regard d'activité, mais au regard des nombreuses questions que j'ai pu poser à mes interlocuteurs un peu partout au Portugal au cours des 10 dernières années, on a une application plutôt large, puisqu'on parle de personnes à valeur ajoutée, d'activités à haute valeur ajoutée. On a une application plutôt large du sens du plafonnement à 20%. Donc, euh, une disposition plutôt simple d'application qui a évolué en 2020 parce qu'en 2020, il a été décidé que concernant les retraites, l'exonération ne serait pas à 100%, mais à 90%, et donc on aurait une imposition à hauteur de 10% sur les retraites. Puis, on a eu l'annonce, ça doit faire à présent maintenant un peu moins de 2 mois, de la suppression du régime à compter du 1er janvier 2024. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on ne pourra plus demander l'application du régime RNH à compter du 1er janvier 2024 et qu'on deviendra donc, si on veut aller vivre au Portugal, résident fiscal portugais comme toute autre personne. Alors, ce qui va quand même changer beaucoup de choses, parce que le Portugal est un pays à fiscalité un peu élevée au regard de la France. Alors maintenant, mes clients sont toujours un peu circonspects quand j'explique un peu élevé. C'est que nous, on a des taux d'imposition à l'impôt sur le revenu qui sont pas franchement élevés parce qu'on a des tranches avec des variations importantes. Je prends souvent, mais c'est un peu la même chose au Portugal, je prends souvent l'exemple de la Belgique où au-dessus de 50 000 euros, on paye 50% d'impôts. D'abord, nous, on ne connaît pas les 50% d'impôts, on est à 45% d'impôts. Alors après, c'est vrai qu'on peut avoir la contribution sur le revenu. Et en fonction du nombre de personnes dans le foyer fiscal, on va dire qu'il faut gagner entre 120 et 150 000 euros pour être sur cette fourchette de 45% d'impôts. Donc, notre problème en France n'étant pas les impôts, mais plutôt les charges sociales et les contributions sociales, indépendamment des droits de succession. Donc, de manière très importante, si vous souhaitez bénéficier de ce régime, il faut partir avant le 31 décembre. Et alors, c'est là où ça se corse un petit peu, parce que moi, je vois des personnes arriver à mon cabinet qui me disent, super, je vais partir le 30 décembre. Alors, le 30 décembre, ça ne le fera pas non plus. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive au Portugal, on a tout un mécanisme pratique extrêmement important qui est celui d'abord d'obtenir un numéro d'identification fiscale lorsqu'on est non résident, ce qui va permettre d'avoir accès au portail des impôts au Portugal, et puis d'obtenir surtout le CRU, c'est le certificat de registre pour les citoyens européens, qui est à la mairie du lieu où vous allez résider. Et donc, à partir de là, vous pouvez changer de résidence fiscale et aller au Portugal, et donc déposer votre dossier propre au statut RNH. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que si vous attendez le 30 décembre, ça ne va pas le faire. En pratique et selon les villes où vous allez aller vous installer,
faut plutôt compter y aller au mois de décembre ou au plus tard dans les premiers jours du mois novembre ou au plus tard dans les premiers jours du mois de décembre. Parce que là, vous êtes plus sur un sujet fiscal théorique, vous êtes sur un sujet fiscal pratique. Et nous, c'est ce qu'on vit avec nos clients qui partent du coup de manière souvent un peu affolée et plutôt rapidement. En fonction du lieu, de la ville où ils vont aller. C'est pas la même chose selon qu'on aille à Lisbonne, Porto ou dans une toute petite agglomération. Donc, si vous souhaitez partir, il faut commencer les formalités le plus tôt possible. Nous, on intervient toujours pour regarder côté français la faisabilité des opérations. Pourquoi? Parce que on a des typologies de clients très différents. Alors, on a le client qui est retraité. Ça pose relativement peu de difficultés. Il peut même partir relativement vite. On va avoir le client qui est chef d'entreprise. Alors, ça s'organise et ça fonctionne plutôt vite. On a le client qui souhaite conserver une activité salariée en France. Et là, on lui explique que le montant des impôts va pas varier beaucoup et qui pourrait même être amené à varier de manière plus importante s'il devient résident fiscal portugais. Pourquoi? Parce que cette personne, le salarié, va conserver un revenu de source française et donc il va avoir ce qu'on appelle une retenue à la source et une imposition en France. Et l'imposition des non-résidents est au moins égale à celle d'un résident, voire souvent supérieure. Alors pourquoi supérieure? Parce qu'un non-résident n'est plus imposé en fonction d'un quotient familial, et ne bénéficie plus de réduction ou déduction d'impôts. Il va être imposé en fonction de la catégorie des revenus, donc en salarié, avec un barème qui lui est moins favorable que s'il souhaitait avoir ou bénéficier du quotient familial. Donc, attention, première idée, c'est de se dire, est-ce que je peux partir dans les délais? Et si je pars dans mon fameux délai pour avoir et bénéficier du régime RNH avant le 31 décembre, est-ce que en droit c'est possible et en pratique, quelles vont être les incidences financières? Je vois un certain nombre de clients lorsqu'ils viennent nous voir. Alors, on ne part pas que pour de la fiscalité, hein, et c'est un fiscaliste qui vous le dit, c'est quand même relativement rare d'avoir de personnes qui partent que pour de la fiscalité. Et encore moins lorsqu'on part au Portugal. On part pour plusieurs raisons, dont la raison fiscale. Mais il peut arriver, et moi je l'écris et je l'explique à mes clients, que par le jeu de combinaisons, notamment parce que vous conservez des revenus de source française, vous ayez une fiscalité qui soit pas si avantageuse que ça. Je vais vous prendre un exemple, par exemple les revenus fonciers. En France, les revenus fonciers sont imposés dans le cadre du barème à l'impôt sur le revenu, donc ils vont venir s'additionner soit à vos retraites, soit à vos salaires, soit à rémunération de dirigeants, et puis ils vont être soumis à votre tranche marginale d'imposition, plus 17,2%. Ce qui signifie qu'ils vont quand même bénéficier d'une sorte d'abattement, mais que si vous avez beaucoup de revenus, vous allez être surtaxé et surtaxé souvent à plus de 60%, puisque si on considère que votre tranche marginale, la tranche la plus élevée de votre impôt sur le revenu est 45%, vous rajoutez 17,2 de contribution sociale, vous serez à 62,2% d'impôt. Bon courage. Quand vous êtes non résident, vous n'êtes pas obligatoirement à ce taux-là, mais il faut comprendre une chose, c'est que vous êtes imposé dès le premier euro à 20%. Au-dessus de 26 000 euros, vous allez être imposé à 30%. Et en fonction, puisque le Portugal est dans l'Union, si vous démontrez que vous cotisez un système de sécurité sociale au Portugal, on vous dispensera des 17,2% d'impôts. Si vous ne cotisez pas, on vous demandera en plus les 17,2. Donc vous serez imposé dès le premier euro. Et on le voit pour certains clients retraités. Je leur explique que le fait de ne pas être imposable à l'impôt sur le revenu sur les retraites en France, de payer 10% au Portugal, mais d'avoir par exemple un montant même minime de revenus fonciers,
fait que l'imposition l'une dans l'autre est quasiment identique. Donc, très attention, et nous, c'est souvent notre rôle d'expliquer à nos clients, n'allez pas partir sur le grand principe, il faut toujours faire des calculs. Donc ça, c'est pour ceux qui vont partir avant le 31 décembre. Ceux qui partent après le 31 décembre, bon, on a vu que la situation serait compliquée. Et puis, ceux qui vont partir avant le 31 décembre, il y a une chose, c'est qu'ils vont bénéficier pendant 10 ans de ce régime. Le régime s'arrête, on ne peut plus en bénéficier, sauf pour ceux qui sont plus dans les clous. Donc, très important, si vous partez, vous allez en bénéficier pendant 10 ans, et ceux qui sont déjà partis il y a 1 an, 2 ans, ben, ils iront au bout de leurs 10 ans. C'est vraiment à compter du 1er janvier 2024 où on aura une suppression totale de ce régime. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur les aspects fiscaux de mécanismes entre le régime RNH pour ceux qui l'ont déjà souscrit, ceux qui vont le souscrire avant le 31 décembre ou ceux qui ne pourront pas en bénéficier. Et on va pouvoir rentrer peut-être dans d'autres détails. Et Olivier, je te donne la parole pour pouvoir regarder différents aspects. Merci. Donc effectivement, une fois qu'on a décidé de s'expatrier ou qu'on projette de s'expatrier, se pose un certain nombre de questions sur les adaptations à faire en matière d'organisation patrimoniale. Donc moi, je suis conseiller en gestion de patrimoine à Paris. J'accompagne mes clients sur tous les sujets de structuration du patrimoine, d'optimisation de la rentabilité du patrimoine et dans le choix des bonnes enveloppes de placement et des bons supports d'investissement. Et dans ce cadre, j'accompagne un certain nombre de clients qui s'expatrient dans différents pays, au Portugal, en Israël, à Dubaï. Et donc là, on va vraiment regarder les deux points, à mon avis, importants. Les questions qu'on se pose souvent, c'est que faire de son patrimoine immobilier, d'une part. Et le deuxième point, c'est est-ce que je conserve mes placements financiers français ou est-ce qu'il y a des adaptations à faire? Donc, d'un point de vue de l'immobilier, tout d'abord, euh, déjà, quand on s'expatrie, au regard des conventions fiscales, il est souvent recommandé de ne pas conserver de pied-à-terre en France, ou alors, en tout cas, il faut consulter un avocat fiscaliste qui puisse vous expliquer la manière de procéder le cas échéant. Mais l'idée, c'est qu'on recommande quand même de couper les liens avec la France et donc de ne pas conserver de pied-à-terre en France. Il faut avoir en tête que votre immobilier français va continuer d'être imposé en France à des taux qui peuvent être plus favorables que quand on est résident, mais qui peuvent être aussi équivalents aux plus défavorables. Et vous continuez d'être imposé aussi à l'impôt sur la fortune immobilière sur les biens que vous détenez en France. Il y a une fiscalité qui va aussi s'alourdir parce que vous allez payer des taxes foncières un peu plus élevées et autres. Pour moi, sur l'immobilier, au-delà de ces aspects, est-ce que je conserve d'un point de vue de la convention fiscale ou non, de manière générale, il faut se poser la question de la rentabilité nette des biens immobiliers qu'on détient. Donc, si c'est une résidence principale, finalement, on part, ça va devenir une résidence secondaire. Mais pour tout ce qui est immobilier locatif, eh bien, il y a une fiscalité qui est assez lourde sur l'immobilier. On se retrouve souvent avec des rentabilités nettes assez faibles. Et donc, il faut vraiment se poser la question de la différence entre si je garde mon bien immobilier, ça me fait une espèce de rente avec un loyer qui est très fortement taxé. Ah, est-ce que j'arbitre ces biens, je les vends et je vais faire des placements financiers autres, sachant que maintenant que les taux d'intérêt ont monté, on a quand même des placements sans risque qui rapportent près de 4%. Et en termes de rentabilité pure, on constate quand même que des biens immobiliers qui sont détenus dans des grandes villes françaises, Paris, Lyon, Bordeaux, rapportent souvent beaucoup moins de 4% après fiscalité. Donc, en termes de besoin de revenus complémentaires, il faut vraiment se poser la question si la conservation de ces biens immobiliers est judicieuse dans l'environnement actuel et performante par rapport à l'idée de générer un revenu complémentaire. L'autre chose, c'est que quand on devient non-résident ou quand on part, il y a quelques petites incitations fiscales à vendre ses biens immobiliers pour bénéficier d'abattements sur la plus-value. Donc, il faut regarder si c'est pertinent de le faire à ce moment-là pour bénéficier de ces petits avantages. En ce qui concerne les enveloppes financières, sur les placements financiers qu'on peut avoir en banque auprès de vos assurances vie, les SCPI, ce genre de choses, de manière générale, il n'y a pas d'obligation de changer ces placements. On peut conserver les enveloppes qu'on détient
en France, il y a juste les livrets réglementés, type livret d'épargne populaire, livret de développement durable, qu'on est obligé de clôturer. Pour le reste, on peut conserver, mais se pose la question de la pertinence de ça. D'abord, il faut comprendre que si vous partez au Portugal, vous conservez des placements français. Quand vous allez vouloir faire des retraits sur vos assurances vie françaises, par exemple, ça va être possible. Il n'y aura pas de problème. Enfin, il n'y aura pas de problème sur la faisabilité. Par contre, en termes de démarches administratives à faire, ça va être beaucoup plus lourd. À chaque fois que vous allez faire un retrait, on va vous insister beaucoup sur des questions, qu'est-ce que vous voulez faire de cet argent, etc. Vous allez devoir donner des formulaires CERFA pour justifier de votre résidence fiscale portugaise. Donc, c'est plus aussi automatique qu'avant. Ça peut rallonger les durées et à la longue, si on fait des retraits réguliers, c'est quand même embêtant. Donc, par rapport à ça, et puis il y a des enveloppes qui deviennent inefficientes, comme par exemple le PEA. Le PEA, le plan épargne action, ça permet de bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu tant que les sommes restent investies dans l'enveloppe en France. Mais quand vous devenez résident fiscal portugais, théoriquement, les plus-values sont imposées au Portugal. Donc, on peut conserver l'ensemble de ces placements, sauf les livrets d'épargne populaire, livrets de développement durable, mais en termes d'efficacité, il y a certaines enveloppes qui sont plus efficaces, et en termes de lourdeur administrative, il y a des enveloppes comme l'assurance vie qui deviennent vraiment contraignantes en termes de gestion quotidienne. Donc, par rapport à ça, pour moi, il y a une enveloppe de placement qui est vraiment à privilégier dans le cadre d'une expatriation, c'est le contrat d'assurance vie luxembourgeois. Donc, c'est une enveloppe qui fonctionne enfin, qui fonctionne pas exactement d'un point de vue, mais qui fonctionne d'un point de vue des versements, des retraits, comme l'assurance vie française, sauf qu'au lieu de souscrire auprès d'un assureur français, vous souscrivez auprès d'un assureur qui est basé au Luxembourg, et ça permet de bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Donc, d'abord, en termes de sécurité pour les fonds dont vous disposez, c'est le régime le plus sûr d'Europe, avec un système de triangle de sécurité qui fait que l'argent que vous placez n'est pas dans les comptes de l'assureur, et qu'en cas de crise systémique, s'il y a une faillite de l'assureur, si on a une crise ou des États qui ne rembourseraient pas leurs dettes, par exemple, qui entraînent des mécanismes en chaîne de faillite, eh bien, votre argent sera protégé au Luxembourg, là où on pourrait vous empêcher sur un contrat français de faire des retraits X ou Y. Ensuite, l'avantage de ces enveloppes, c'est qu'on a une fiscalité qui dépend du lieu de votre résidence. Si vous avez un contrat luxembourgeois, mais que vous êtes résident fiscal français, eh bien finalement, il n'y a aucune différence entre ce contrat luxembourgeois et ce contrat français. Si vous partez de France pour aller être résident fiscal portugais, vous allez bénéficier de la fiscalité sur l'assurance vie au Portugal, qui est très avantageuse. Donc, dans une optique de réflexion sur l'optimisation de la fiscalité de ces placements quand on part au Portugal, l'assurance vie, c'est l'enveloppe qui, pour moi, offre le meilleur compromis. Parce que, en fait, après, au-delà de 8 ans de détention du contrat d'assurance vie, quand on fait un retrait, la plus-value qu'on matérialise est imposée seulement à 11%. Là où l'impôt sur la plus-value classique, entre guillemets, hors enveloppe assurance vie, est de 28%. Donc, ça permet de bénéficier d'une fiscalité très faible, enfin relativement faible sur les plus-values qu'on fait lors de retrait, qu'on soit résident non habituel ou pas résident non habituel. Donc, si on part au Portugal et qu'on ne peut pas bénéficier de ce statut, ça permet d'avoir une fiscalité avantageuse sur les revenus du patrimoine Et si on est RNH, mais qu'on arrive à l'échéance des 10 ans, qu'on retombe dans la fiscalité française classique, ça permet d'avoir une fiscalité, dans la fiscalité portugaise, ça va, d'avoir une fiscalité aussi avantageuse. Donc, un certain nombre d'avantages en matière de sécurité de l'argent qu'on détient et en matière de fiscalité sur les retraits qu'on peut faire en tant que résident fiscal portugais. Donc, quand je dis que la fiscalité s'adapte à votre lieu de résidence, si vous habitez 5 ans au Portugal et qu'après vous décidez de vous expatrier aux États-Unis, par exemple, bah, la fiscalité de l'enveloppe du contrat va être celle de votre résidence américaine. Donc, c'est vraiment très flexible. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est que l'enveloppe assurance vie, elle a des avantages en matière de transmission. Donc, quand on part au Portugal, le Portugal, c'est un pays où il n'y a pas de droit de succession en ligne directe. Mais si vous êtes résident portugais, mais que vos héritiers restent résidents fiscaux français,
eh bien, vos héritiers vont être imposés en France sur la totalité du patrimoine que vous leur transmettez. Donc, avoir ces actifs logés dans un contrat d'assurance vie, ça permet de leur faire bénéficier d'exonérations non négligeables et d'un taux d'imposition sur les sommes transmises beaucoup plus faible. Donc, c'est une enveloppe qui est avantageuse aussi en termes de structuration du patrimoine. Et enfin, euh, même des résidents fiscaux français qui ont des patrimoines élevés privilégient ce type d'enveloppe parce qu'en fait, en matière de gestion financière, c'est très flexible. On peut tout faire au sein d'un contrat d'assurance vie luxembourgeois. On peut avoir des actions en direct, on peut confier des mandats de gestion à des maisons de gestion de renom, que ce soit des banques privées type Lazare Rothschild, que ce soit des sociétés de gestion indépendantes qui vont être spécialistes d'un domaine. On peut investir dans du private equity vraiment premium. On peut investir dans des placements sans risque, donc par exemple dans du monétaire. Sur un contrat d'assurance vie français, vous êtes très restreint. Vous pouvez avoir que des fonds monétaires en euros ou le fonds euro d'un contrat d'assurance vie. Sur un contrat luxembourgeois, on peut avoir des fonds monétaires américains. Voilà. Donc on a l'enveloppe assurance vie, ça permet de traiter l'organisation du patrimoine financier à différents niveaux. Un, la sécurité. Deux, la fiscalité, tant sur les retraits qu'on peut faire en cours de vie que sur la transmission. Et trois, eh bien, la gestion financière. On peut avoir une gestion financière vraiment adaptée aux objectifs de la personne, à son profil de risque et à ses horizons de placement.